Bonjour à tous, nouvelle vidéo et cette fois-ci j'ai récupéré toutes les pièces d'usinage, donc je vais commencer par faire encore une fois un petit peu de contrôle et promis après on va commencer à faire de l'assemblage. Allez, go! Alors comme vous le savez, le bloc a été réalisé et donc c'est le premier contrôle que je vais faire, c'est voir si ce qui a été fait en usinage correspond à ce que j'ai demandé, donc à savoir si le jeu entre le piston et les cylindres est correct par rapport à ce que je voulais. Pour savoir ce qu'il faut utiliser comme jeu, avec les pistons que vous achetez aftermarket, il y a toujours une notice avec un tableau. Et sur ce tableau-là, il est écrit fonction du diamètre de l'alésage, fonction de votre utilisation, de l'essence utilisée, et fonction aussi du type de piston, si c'est un coulé ou si c'est un forgé, le jeu qu'il faut. Donc là, dans mon cas, il faut qu'il y ait aux alentours de entre 6 millièmes de pouce et 6 millièmes 5 de pouce. Donc comme toutes les métrologies, la même chose, il faut mesurer les pistons. Donc là, j'ai déjà mesuré les 8 pistons pour voir s'ils étaient identiques. Les pistons, ils sont toujours à mesurer sur la partie basse de la jupe, parce que bon, ça va paraître évident pour certains, mais les pistons sont coniques. C'est-à-dire que la partie au niveau de la jupe est plus grande en diamètre que la partie du haut, vers la calotte. Donc, sur certains pistons comme celui-là, il y a même un petit manque, on va dire, de traitement sur les jupes. Comme ça, vous savez qu'il faut mettre le micromètre là. Le micromètre, on le met au niveau des jupes. Donc là, il est déjà calibré. J'ai calibré dans le micromètre le comparateur d'alésage à 0. Et ensuite, je vais passer dans chaque fût pour voir à plusieurs endroits et dans plusieurs sens quel jeu j'ai. Évidemment, je fais ça avec les torque-plates, puisque c'est ce qui va simuler le serrage des culasses. Et pour la science, on va dire, je vous ferai un petit contrôle après avoir retiré les torque-plates pour voir si, réellement ou pas, ça sert à quelque chose d'avoir mis les torque-plates. On a démonté toutes les torque plates et donc maintenant je vais recontrôler pour voir si ça a changé ou pas. Donc, même chose, le micromètre il est calibré exactement de la même façon que tout à l'heure et souvent quand le bloc se déforme, c'est au niveau des points de serrage, au niveau des goujons. Donc là je vais regarder. Donc assez haut, hein. Vers le bas du fût ça change très peu, c'est-à-dire que ici je pense que ça change, voilà, ici c'est la même cote. Et au plus haut, j'ai quasiment 1 millième plus grand. C'est-à-dire que quand vous serrez, en fait, ça a tendance à venir pousser, à serrer le fût vers l'intérieur. Donc au niveau de tous les points, comme ça, ouais, j'ai entre 0,5 millième de pouce et 1 millième, voire un peu plus même là, 1 millième plus grand. Pour l'avoir déjà fait sur des blocs fonte, je peux vous assurer qu'il y a des blocs, en fonction de l'épaisseur, des hauteurs, etc., qui sont beaucoup plus sujets à la déformation. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose de mettre les torque plates. Maintenant qu'on a vérifié que les pistons allaient bien dans les fûts, avec le bon jeu, on va pouvoir commencer à faire un peu d'assemblage. Et donc, on va commencer par mettre les pistons sur les bielles. Quand on commence à faire ça, il faut déjà vérifier, désigner quel piston va aller où. C'est-à-dire que
déjà les pistons ont un sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les placer à 180 degrés, donc avec les réservations pour les soupapes dans le sens. Et quand vous avez des pistons qui sont asymétriques, il faut bien placer le piston 1, 2, etc. etc. C'est-à-dire que sur les Big Block Mopar, ce n'est pas comme ça pour tous les moteurs, mais voilà, vous avez une soupape échappement, 2 admissions, 2 échappements, 2 admissions et une échappement. Voilà, il ne faut pas les inverser. Donc ça, moi ce que je fais, c'est qu'avec un feutre, là je vais considérer que la partie par là est l'avant du bloc, donc je vais déjà faire une flèche sur tous les pistons comme ça, et je vais les numéroter. C'est-à-dire que celui-là, ça va être le 1, celui-là en face, c'est le 2, etc., etc. Une fois que j'ai fait ça, rappelez-vous, on avait déjà numéroté les bielles. Donc celle-là, c'est la 1. Je prends avec le piston numéro 1. Et là, c'est pareil, il va bien falloir déterminer un sens. C'est-à-dire que la bielle, je peux la monter comme ça, sur le piston, mais je peux aussi la monter dans l'autre sens. Et donc là, ce qui définit, encore une fois, le sens de la bielle, c'est ce fameux chanfrein qui vient contre la masselotte du vilebrequin. Donc, sur le cylindre numéro 1, avec l'avant du bloc par là, la masselotte du vilo est de ce côté-là. Donc, il faut que l'angle ici soit comme ça. Donc cet ensemble-là vient se monter de cette façon-là. Hop. Donc là, je vais mettre un petit peu de graisse d'assemblage. Hop. Je prends la bielle, je vais juste revérifier. Donc l'avant du bloc est là, la bielle est comme ça. Et voilà. Ensuite, je vais monter ce qu'on appelle, ça s'appelle les spirolocs. Donc c'est les 2 systèmes qui permettent de maintenir l'axe en place. Il y a plusieurs types, il y en a, c'est des circlips classiques, il y en a, c'est ce qu'on appelle des pin buttons, donc c'est carrément des inserts en aluminium qui viennent bloquer. Quand vous avez ce système-là, il y a une technique pour les monter, donc je vous la donne parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Ce qu'il faut faire, c'est prendre les 2 extrémités et les séparer comme ça, un petit peu. Hop. Ici, il y a la gorge, à l'intérieur. Vous mettez une partie du spiroloc dans la gorge, et après vous n'avez plus, alors moi je ne suis pas forcément en face, plus pour la caméra, mais voilà, vous n'avez plus qu'à le faire tourner en fait comme ça. Hop, un tour, un autre tour, et avec l'ongle, et là vous en avez mis un. Même chose de l'autre côté. Avec l'ongle. Et voilà, un premier assemblé. Plus qu'à faire les 7 autres, et on aura assemblé les premiers éléments du moteur. Tous les pistons sont montés sur les bielles. En off caméra, on a mis aussi les coussinets de bielle dessus. Donc de ce côté-là, tout est prêt, on va dire de façon définitive, à être monté dans le moteur.
Sur le bloc, il reste un dernier contrôle, c'est déterminer la hauteur à laquelle arrivent les pistons par rapport au plan de joint de culasse. Ça va être une valeur qui va être importante puisque ça va permettre de calculer comme il faut votre rapport volumétrique et ça va permettre aussi de déterminer ce qu'on appelle le quench, donc la distance qu'il y a entre le plat du piston et la partie plate de votre chambre de combustion. Et c'est une valeur qui est relativement importante à avoir puisque sur un moteur qui comprime fort, elle va favoriser le fait d'éviter le cliquetis. Je schématise grandement, il n'y a pas que ça, mais c'est l'idée. Et c'est aussi une valeur qu'il ne faut pas être trop petite, puisque évidemment, quand votre moteur va être à des régimes élevés, il ne faudrait pas que les pistons viennent taper dans les culasses. Mais il ne faut pas que ça soit non plus trop loin. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour faire ça, il va falloir que je monte le vilo à blanc dans le moteur et au minimum 4 pistons bielles dans les angles. Donc là, je vais éviter de vous refaire un montage avec un accéléré, on a compris. Donc on va utiliser la magie du montage. Et donc là, voilà, tout est monté. Donc il y a bien 4 pistons avec le vilo qui est en place. Et donc pour pouvoir mesurer la hauteur du decking, il va falloir déjà déterminer le vrai point mort haut. Donc pour ça, on va passer sur l'avant du moteur et je vais vous montrer comment on détermine le point mort haut sans qu'il y ait de voile au moteur, etc. Alors pour faire ça, vous avez besoin d'un disque gradué à 360 degrés qui est monté sur le vilo, un pointeur fixe assez souple, alors vous pouvez le fabriquer avec ce que vous voulez, mais assez souple pour être modifié facilement. Donc là, c'est un bout de métal d'apport pour souder au TIG. Un comparateur qui est pointé sur le piston du cylindre numéro 1. Et le but du jeu, ça va être évidemment quand le piston est réellement au plus levé, donc au point mort haut, que le 0 ici soit aligné sur le repère fixe. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller choper une valeur en dessous, c'est-à-dire qu'on va faire descendre le piston d'une certaine valeur fixe, relever de combien on a fait de degrés, aller dans l'autre sens, le descendre de la même valeur, relever encore une fois la valeur que ça indique actuellement, et ensuite il suffit d'ajouter les deux, de la diviser par 2, et la moitié pile, c'est le point 0 total. Je vais faire un exemple, ça va être plus parlant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire descendre le piston à 0,50 inch en dessous du plan de joint. Donc je vais tourner le vilo jusqu'à ce qu'ici, il y ait 0,50. Donc là, 35, 48, 51, un peu trop, 49. Évidemment, c'est pas évident. Oh. Voilà, 0,50. Et donc là, je suis pile à 15 degrés. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je revise 0,50, un peu trop loin. Allez, 0,50. Donc là, le piston est à 0,50 en dessous et je suis à 7 degrés. Donc si on fait 7 degrés plus les 15, ça fait donc 22 degrés. Divisé par 2, 11. Donc si je fais 7 degrés à revenir à 0, plus 4 degrés pour aller sur les 11, ici, le piston, il est pile poil à 0. Donc si là, je modifie le pointeur pour être à 0, alors c'est assez souple. Hop. Voilà, là, le pointeur est pile poil à 0, mon piston est au point mort haut. Donc voilà, maintenant, il suffit de mesurer la distance qu'il y a entre le dessus du piston et le plan joint de culasse. Donc pour faire ça, on va utiliser ce type d'outil-là. Donc c'est un espèce de petit cavalier comme ça sur lequel est monté un comparateur qui est calibré à 0 sur une surface plan. Il suffit de mettre cet outillage-là à viser le dessus du piston. Et ensuite, pour avoir une valeur la plus précise possible, ce qu'il va falloir faire, c'est donner, on va dire, le mouvement de tonneau au piston, puisque évidemment, comme il a du jeu dans le cylindre, il va forcément avoir un mouvement un petit peu oscillant comme ça, et mesurer quand il est oscillant à fond
en étant appuyé sur cette partie du piston là, et quand il est appuyé à fond vers le haut. Donc là, en bas, si j'appuie à fond en bas, on a 0.020. Si j'appuie à fond en haut, on a 0.018. Ce piston-là se trouve pile poil entre ces deux côtes-là, donc 0.19. Il est rentrant par rapport au plan de joint de culasse de 0.019. Ensuite, pour mesurer un autre, il suffit de faire 90 degrés, puisque tous les 90 degrés, vous avez un piston dans les angles qui a un point mort haut. Cette fois-ci, c'est le cylindre numéro 8. On fait la même chose. Donc là, en appuyant à fond par là, on est à 0.020 et demi, ouais. Si j'appuie à fond en haut, on est à 0.019. Donc la moitié, on va dire, on est à un peu moins de 0.20, mais c'est à peu près ça. Même chose ici, 90 degrés encore. Hop. Cette fois-ci, c'est le numéro 7 qui est au point mort haut. La même chose. Donc là, quand j'appuie en bas, on est à 0.020. Si j'appuie en haut, on est à 0.018. Donc celui-là est aussi, comme celui à l'avant, rentrant de 0.019. Donc déjà, bonne nouvelle, c'est que le plan de joint de culasse est parallèle à l'axe du vilebrequin. Je préfère le préciser parce que ce n'est pas le cas souvent. Sur des blocs fontes, c'est quelque chose qui est souvent à reprendre. Et encore une fois, pour le dernier, 90 degrés. Le numéro 2 est au point mort haut. On fait la même chose. Donc en appuyant en bas, 0.021. En appuyant en haut, 0.0185. Bon, la moitié entre les deux, ça fait un point 19,2 par là. C'est à peu près équivalent. Donc voilà, on sait la hauteur exacte, on sait la distance qu'il y a entre le dessus des pistons et les plans de joint de culasse. Et malheureusement, pour mon moteur, pour mon usage, c'est trop, puisque si je prends cette valeur-là de 0,20 et que je l'ajoute à l'épaisseur des joints de culasse que je voulais, donc en 0,40, en 0,40 inch, ça nous fait donc 0,60 inch de quench. C'est trop pour un moteur comme le mien en aluminium, qui aura tendance à se dilater plus, donc cette valeur aura tendance à grandir avec le moteur qui monte en température. Ce moteur comprime beaucoup, donc je pense vraiment que c'est une mauvaise idée de le monter comme ça. Donc il va repartir en usinage, faire rectifier. Je pense que je vais retirer 0.020 inch. Donc en fait, je vais faire en sorte que les pistons arrivent pile poil à zéro des plans de joint de culasse. Et puis voilà, je pourrais continuer à l'assemblage par la suite. En tout cas, cette valeur de quench là, je vous ai expliqué pour ce moteur-là, elle est très fluctuante en fonction du type de moteur que vous voulez faire, de son rapport volumétrique, de la matière du bloc, en fonte ou en alu c'est différent, de la matière des bielles. Des bielles en acier comme là vont avoir tendance à beaucoup moins s'étirer que des bielles en alu par exemple, pour des personnes qui roulent avec des bielles en aluminium. Voilà, donc tout ça est vraiment à se renseigner au préalable dans des bouquins ou sur internet ou avec des personnes aux États-Unis par exemple qui savent. Mais voilà, là en tout cas il va retourner en usinage. Mais ça n'empêche qu'on va pouvoir quand même continuer quand même à faire quelques étapes. Donc là, je vais tout redémonter, tout nettoyer, et puis on passe à la suite. Alors maintenant, on va parler de la segmentation. Alors la segmentation, qu'est-ce que c'est? C'est des anneaux en acier, qui existent en inox aussi, en fonte, etc., qui ont une certaine tension, une certaine résistance comme ça, qui viennent se monter dans les gorges des pistons et qui viennent rendre le piston étanche sur le cylindre. Ça permet de garder la compression dans la chambre de combustion. Il en existe de plein de sortes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment trop compliqué. Si jamais vous voulez des segments particuliers, demandez conseil aux fabricants des segments. Ils seront plus à même de vous renseigner. En tout cas, quand vous avez une segmentation comme ça, il y a une chose qui est vraiment à vérifier, c'est ce qu'on appelle le jeu à la coupe. Donc c'est le jeu qu'il va y avoir entre les deux extrémités du segment, quand le segment est installé dans le cylindre, évidemment. Là, il existe deux types de segmentation.
il existe des segmentations qu'on appelle direct fit. Donc, c'est des segments qui sont, on va dire, d'usine pré-taillés. Normalement, sur des moteurs stock, vous pouvez les prendre, les mettre dans vos fûts et le jeu est bon directement. Puis après, il existe des segments comme celle-là qu'on appelle fill fit. C'est des segments qui sont volontairement plus longs, qui sont dans un diamètre donné, faits pour être avec le jeu à la coupe qui est à toucher, voire des fois qui se chevauchent, donc on ne peut pas les monter, et qui sont à recouper avec ce type de machine-là ou ça. Comment déterminer le jeu qu'on a besoin? Les vendeurs de segments vous donnent des instructions, encore une fois, avec les segments. C'est des petits tableaux comme ça, et fonction de l'usage de votre moteur, si vous avez un moteur street, si vous avez un moteur avec de la suralimentation, du nitrous, etc., fonction de l'alésage aussi de votre moteur, vous avez des facteurs, donc vous avez des petits calculs à faire, et ça va vous donner le jeu qu'il doit y avoir, au niveau du jeu à la coupe. Là, par exemple, pour mon moteur, j'ai calculé, ça me donne, je vous donne un exemple. Donc j'ai un alésage qui est en 4 pouces 375, il est à multiplier par 0,0045, tout ça en pouces, et ça fait 0,0196, quelque chose comme ça. Donc moi je vais mettre 0,020 inch de jeu à la coupe sur le segment du dessus et le deuxième segment. Sachant que le segment, ce qu'on appelle le racleur, qui est constitué de 3 segments comme ça, donc un expandeur qui est en réalité un ressort qui permet justement de coller les deux petits sur les fûts, qui permet de contrôler le flux d'huile sur le segment. Ça, c'est un jeu qui est fixe, c'est-à-dire qu'il demande d'avoir au minimum 0,015 au niveau des jeux à la coupe de ces segments-là. Je vous montre dans le bloc comment installer la segmentation, comment la contrôler et évidemment comment la tailler. Alors, le jeu à la coupe, il est à relever avec le segment installé aux alentours de 1 pouce enfoncé dans le fût, donc à peu près 25-26 mm, et bien sûr le segment bien parallèle à tout le plan de joint. Donc pour ça, il faut installer le segment dedans, et après il existe ce genre d'outils, donc il y en a plusieurs, j'ai un très bon ami qui m'a fait en imprimante 3D ce genre d'outillage-là, qui sont vraiment très pratiques, qui sont pile poil à la bonne dimension, et il n'y a plus qu'à insérer dedans, comme ça. Et donc là, comme vous voyez, en fait, je ne peux pas l'enfoncer plus, puisque, je ne sais pas si on va bien le voir dans la caméra, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le jeu à la coupe, là, il est serrant, et en fait, je ne peux pas, c'est-à-dire que je pense même que si je le passe l'un au-dessus de l'autre, voilà, en fait, le jeu à la coupe, il est même à se superposer. Donc là, évidemment, il va falloir en retirer un bon paquet pour arriver au point 0,20. Donc pour faire ça, il existe plusieurs machines. Il existe ce genre de machines-là qui sont relativement accessibles. C'est très bien, ça fonctionne très bien, mais c'est très long et c'est difficile d'être assez, on va dire, constant au niveau des jeux. Mais voilà, c'est un petit disque comme ça, à tourner à la main. Et après, il existe ce genre de machine-là, qui est électrique, avec pareil, une roue diamant ici, et il y a un comparateur qui permet de voir la table avancer. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus précis au niveau de la rectif. Je vais l'installer, comme ça fait pas mal de bruit, on va vous faire ça en accéléré. Et puis voilà, je vous montre quand il est à la bonne cote. Hop. Voilà, le premier est terminé. Donc on va quand même vérifier, même si normalement la machine avec le comparateur est assez précise. Donc la même chose, cette fois-ci, je vais pouvoir le mettre entier. Et là, on voit bien le jeu à la coupe, qui est beaucoup plus grand que tout à l'heure. Enfin, il y a un jeu déjà. Là, j'ai une cale de 0,20. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais mettre dedans. Et voilà. Et là, on est pile poil. Maintenant, il ne reste plus que les 15 autres à faire. On met ça là. Et on fait tous les autres.
Voilà, avec Émilie, on a terminé de faire tous les jeux à la coupe des segments, donc ça c'est bon. Donc là, on va pouvoir assembler la segmentation sur les pistons. Avant de faire ça, il y a encore un dernier point à vérifier, et après, on peut assembler. C'est vérifier le jeu qu'il y a entre le segment et la gorge. C'est-à-dire en positionnant comme ça le segment, et avec un jeu de cale, le glisser entre. Sachant que le jeu doit être compris entre 1 millième 5 de pouce et 3 millièmes. Donc là, j'ai pris une cale de 1 millième 5 qui passe hop, sans problème. Et la 3 millième, bah, je ne peux pas la rentrer. Donc là, je suis pile poil dans les clous. Alors j'ai vérifié avant sur tous, donc on va pouvoir faire l'assemblage. Pour assembler les segments sur les pistons, il existe ce genre d'outils-là, des pinces à segments. Alors moi personnellement, j'aime bien les utiliser pour retirer les segments, mais pour les installer, bah, je préfère le faire à la main. Donc on commence par le troisième segment, puisqu'on va les mettre par le haut, donc c'est plus facile de commencer par le dernier ici. Celui-là n'a pas vraiment de sens. Le seul truc que moi j'aime bien faire, c'est mettre le bout du segment, avec les vagues comme ça, vers le bas. Donc là, il n'y a pas 36 000 techniques. On le positionne comme ça. Ensuite, les deux petits racleurs, pareil, il n'y a pas de sens. Donc, il suffit de le mettre comme ça. Il faut en mettre un en dessous. Comme ça. Et un au-dessus. Donc celui-là est bon. Pour l'instant, je ne tierce pas, je vous montrerai par la suite. Ça tourne librement. Et ensuite, on met le deuxième. Alors attention, évidemment, il y a un sens. Sur les segments, soit il y a une gravure, soit il y a un point. Le point est à mettre vers le haut. Si jamais il n'y a rien, il faut regarder par rapport au profil du segment. Et souvent, dans les instructions des fabricants, il y a le sens de montage. Celui-là, de toute façon, on ne peut pas se tromper. Je ne sais pas si on va le voir, c'est très petit, mais c'est un segment qu'on appelle un yapper. Donc en fait, c'en est un qui a une espèce de crochet sur le bord. Et en fait, le crochet permet de racler l'huile au niveau du fût. Et donc ce crochet-là est à pointer vers le bas. Pour les mettre, moi je les mets comme ça, si j'arrive à les mettre. Hop, voilà, je n'étais pas comme il faut. Et ensuite, je les fais tourner. Et en faisant ça, c'est beaucoup plus facile. Et après, il faut bien vérifier qu'il tourne librement. Voilà, c'est nickel. Et celui-là, par exemple, donc ça c'est celui du dessus, ça fait partie de ceux qui n'ont rien. C'est-à-dire que vous pouvez regarder, il n'y a pas une marque. Mais il y a une différence, c'est qu'à l'intérieur, il y a un petit chanfrein d'un côté. Je ne sais pas si on va bien le voir, hein, parce que c'est vraiment petit. Alors que de l'autre côté, c'est rien, l'arête est vive. Le chanfrein sur les segments du dessus est toujours vers le haut. Ça permet que la compression, qui est dans la chambre de combustion au-dessus, puisse passer plus facilement sur le bord et aller pousser derrière le segment pour le pousser contre le fût. C'est aussi pour ça, ça me permet d'enchaîner. Rappelez-vous, je vous avais dit dans, je pense, la vidéo sur l'équilibrage, qu'on avait fait modifier les pistons pour faire ce qu'on appelle du gas porting. C'est une espèce de demi-trou qu'il y a au-dessus de la gorge du premier segment. Et ça, c'est pareil, ça favorise en fait le passage de la compression derrière le segment pour l'aider à être poussé contre la paroi. Donc la même chose, vérifie le sens. On le met comme ça. Et voilà, on vérifie encore une fois qu'il est bien libre. Et on a monté la segmentation sur un piston. Évidemment, il faut faire la même chose sur les 7 autres. Et on aura terminé. Après, on pourra passer au tierçage. La segmentation est montée sur les pistons. Maintenant, dernière étape, le tierçage. Donc, je vais vous montrer
comment moi je procède. Il y a plein d'écoles pour ça. Je vous montre comment moi je fais. Donc on va commencer par le tierçage au niveau du racleur, donc celui qui est constitué des 3 segments. Moi j'utilise, on va dire, je fais le tierçage fonction du sens de montage des pistons dans le moteur. Donc là je vous ai représenté via une flèche l'avant du moteur. Je mets le jeu à la coupe de l'expandeur, donc celui qui est en forme de vague, ici, de ce côté-là. Et par rapport à ça, je tierce tous les 120 degrés les 2 petits segments qui sont en haut et en bas de l'expandeur. Donc j'en mets un ici et un ici. Ça, c'est pour le 3e. Ensuite, on va passer au tout premier, donc le pare-flamme, celui qui est ici. Celui-là, toujours important, le sens de montage du piston dans le bloc, je mets le jeu à la coupe ici. Et pourquoi je fais ça? Parce que quand votre piston va recevoir l'explosion en haut, la bielle va en fait tourner comme ça. Donc en fait, le piston il va descendre et en entraînant la bielle par là, dans le sens de rotation du vilebrequin. Ça va permettre à ce que ce côté du piston soit le plus collé. En fait, la bielle donnant l'effort par là, ce côté de la jupe va être collé. Et en fait, ça va réduire la possibilité à l'explosion de passer par un jeu qui est plus important ici et passer par la coupe. Donc en fait, ici, il y aura plus de dégagement par rapport au cylindre, mais comme il n'y aura pas la coupe, c'est moins important. Et ensuite, par rapport au jeu à la coupe du premier, je mets le 2e, donc celui-là, à 180 degrés, donc en face. Et donc ça marche aussi bien pour le cylindre numéro 1, donc là, tous ceux qui sont sur le côté conducteur du bloc, on va dire, mais c'est la même chose pour le numéro 2, je vais tiercer exactement de la même façon, puisqu'au niveau du sens de rotation de la bielle, ça ne change pas. Donc voilà, je les fais tous, alors, ils sont déjà tous faits, on a fait ça en off caméra. Et tout cet ensemble-là est prêt à être monté définitivement dans le moteur. Maintenant, on va passer au dernier contrôle et certainement au dernier point de cette vidéo. Je vais vous montrer comment mesurer les longueurs de tiges de culbut pour pouvoir les commander sur mesure si vous avez à le faire. Alors, petit saut en avant, avec Émilie, on a fait pas mal de montage à blanc. Donc, pour faire les mesures des tiges de culbut, on a monté l'arbre à cam, évidemment, 2 poussoirs, on a monté une partie des basculeurs. Il y a un comparateur qui pointe sur le retenir de la soupape du cylindre numéro 1. Bon, là, on a pris celui de l'échappement. Et on a monté ensuite une tige de culbut réglable. Donc, ça ressemble à ça. Il en existe de plusieurs longueurs, de plusieurs tranches de longueurs différentes. Et au bout, si vous voulez, c'est fileté. On peut visser ou dévisser pour les allonger. Évidemment, après, on peut prendre la cote. Donc là, il y en a une qui est montée dedans. Petite précision, ce que je vous montre là est essentiellement pour tout ce qui est montage de basculeurs sur des rampes comme ça, sur des axes comme ça. Tout ce qui est montage de basculeurs sur des piédestals, comme Chevrolet par exemple, pour une majorité, c'est pas exactement la même chose. Donc voilà, ça c'est surtout Mopar, quelques Ford. Quand vous avez ce montage-là, première chose, quand vous faites un montage comme ça, il faut vérifier que la géométrie du basculeur, surtout là, on va se concentrer sur la position du rouleau par rapport à la queue de soupape, en intérieur-extérieur du bloc, soit correcte. C'est-à-dire qu'il faut que le rouleau commence, on va dire, un petit peu à l'intérieur de la queue de soupape, donc intérieur moteur. Comme il crée un arc de cercle, il va venir pousser vers l'extérieur, puis revienne vers l'intérieur. Ce qu'il faut, en tout cas, c'est que le rouleau soit quand même plus ou moins centré, toujours plus ou moins centré. Il ne sera jamais centré pile poil sur toute la levée, c'est impossible, mais qu'il ait un voyage qui vienne passer de l'intérieur et de l'extérieur le plus au centre possible. Pour faire ça, là je ne vous le montre pas parce que ce n'est pas évident sur la caméra, mais moi ce que je fais c'est que je mets un peu de feutre, j'appuie plusieurs fois et ensuite on voit le pattern que crée la roue sur la queue de soupape. Là je vous certifie qu'on est bon en termes de hauteur, mais si jamais c'est pas bon, il faut commencer par caler la rampe. Et donc il existe ce genre de cale comme ça, il en existe de plein de dimensions, plein d'épaisseurs, qui sont à glisser entre l'axe de basculeur et la culasse et qui permettent en fait de rehausser ou de diminuer la hauteur. Et en faisant ça, vous allez pousser en réalité la roulette, vous allez la pousser vers l'extérieur ou la ramener vers l'intérieur. Donc ça, c'est le premier point. Quand on est sûr que notre hauteur de rampe est bonne,
on peut ensuite passer sur la dite longueur de tige. Et donc pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est faire des rotations d'arbre à cames, donc en fait faire des mouvements de basculeur en soupape fermée, soupape ouverte, et regarder la soupape à combien elle s'ouvre au maximum. J'ai volontairement, pour faire un exemple, mis la vis de réglage des basculeurs vraiment, on va dire, dans les choux. Là, c'est pas bon. Enfin, bien sûr qu'on ne peut pas monter ça comme ça. Avec la tige qui est, on va dire, anormalement longue. Je vais tourner la roue. Alors, ça va lever la soupape. Hein. Donc, vous voyez, là, le basculeur vient pousser sur la soupape. Et là, on va aller relever la levée maximum. Donc là, 642, 642,5 et ça redescend. Sachant que je n'ai pas mis de jeu. Hein. Là, le basculeur est monté sans jeu du tout. Donc là, voilà, je me remets à 0. Maintenant, je pense off caméra parce que c'est un peu long à faire, diminuer le réglage à la bonne valeur. En tout cas, je vais essayer de chercher la meilleure valeur avec la longueur à la bonne longueur et je vous remontre la levée. Et vous allez voir que ça change en fait le ratio du basculeur. Donc voilà, j'ai trouvé la bonne longueur de tige. Alors, le but du jeu, évidemment, c'est de faire varier la longueur de la tige, mettre la vis de réglage à la bonne hauteur à chaque fois, et faire comme ça, en faisant des essais, jusqu'à aller chercher la valeur maximum de levée que vous avez avec la bonne longueur. Donc là, je vais vous montrer, je suis sur une valeur qui est vraiment pas trop mal. Donc rappelez-vous, tout à l'heure, avec la tige qui était beaucoup trop longue, on était à 0,642 inch de levée. Là, avec la longueur beaucoup plus courte et la vis dans une configuration plus normale, on va regarder en tournant jusqu'à où je vais. Donc là, tout à l'heure, à 642, on s'arrêtait. Et là, vous voyez, je ne suis pas en fait à fond. Je peux continuer, continuer encore. 60. Là, 60. Le maximum. Je vais revenir en arrière un petit peu. Voilà. Donc là, juste avec la longueur de la tige, on a pris, pas 0,020, mais quasiment inch de levée. Donc, mine de rien, ça fait quand même pas mal en plus, juste en changeant du coup le ratio du basculeur et la longueur de la tige. Donc c'est quand même important. Voilà, quand on prend des arbres à cames qui sont assez perfaux, c'est dommage d'avoir des grosses levées si c'est pour pas tout mettre. Maintenant, on redescend. Il suffit de démonter la tige, de la retirer de là où elle était et de la mesurer. Donc, pour mesurer ça, moi j'utilise un pied à coulisse en grand modèle. Et là, il y a deux solutions. Soit vous avez une tige de culbut qui est avec les deux embouts qui sont ce qu'on appelle ball, donc une ball là, une ball de l'autre côté. Et là, dans ce cas-là, vous avez juste à la mesurer totale. Vous donnez cette valeur-là à vos fabricants de tiges de culbut et ils sont capables de le faire. Quand vous avez des tiges comme celle-là qui sont d'un côté avec une ball et de l'autre côté avec une cup, donc une coupelle comme ça, c'est difficile de mesurer comme il faut la tige puisque des fois le haut de la cup, fonction des outils de mesure, a plusieurs hauteurs. C'est pas très précis. Donc l'idéal, c'est de donner la cote contact, ils appellent. Donc c'est effective length, ils appellent ça. Donc c'est vraiment la cote dans le fond de la cup. Et pour faire ça, moi ce que j'utilise, c'est que je mets dans la cup la bille du bon diamètre. Donc là c'est du 5/16e. Je la mets dedans, comme ça. Je mesure la tige avec le pied à coulisse et la bille en place. Et comme ça, pour avoir la vraie longueur, à l'intérieur de la cup, j'ai juste à déduire de la longueur que j'aurais prise les 5/16e de la bille. Et j'ai plus qu'à envoyer ça à mon fabricant de tiges de culbut et il va me faire 16 tiges qui seront faites exprès pour ce moteur-là. Et voilà, fin de cette 5e vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, le bloc va retourner en usinage pour une petite session. Après, moi, de mon côté, j'aurai pas mal de nettoyage à faire, etc. Et la prochaine fois, promis, on fera de l'assemblage définitif, plus de contrôle, plus de tout ça. Bon, un petit peu, mais pas trop. Donc voilà, en tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous suivre si ça vous a plu. Et comme ça, vous pourrez suivre la suite du projet.